messieurs, dames. Et je tiens d'abord à remercier à M. Oki et M. Nishiyama, ainsi que tous les membres de l'organisation, en particulier M. Chiche et les autres intervenants, et de m'avoir donné une excellente occasion d'échanger nos idées concernant le plurilinguisme européen. Bon, aujourd'hui donc, je me permets de vous présenter un cours expérimental de l'enseignement multilingue et multiculturel que nous organisons à l'université. Il s'agit depuis l'année universitaire 2007. C'est mon université, c'est la porte principale de notre université. Et il s'agit d'un cours de 90 minutes échelonné sur 26 à 28 séances pendant une année universitaire portant sur 6 à 8 langues et leurs aspects socio-culturels. Les langues enseignées sont l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, l'espagnol, le français, le chinois, l'espagnol, le chinois, le coréen et le japonais. Une vingtaine de professeurs, y compris des enseignants natifs de ces différents pays, de la faculté des sciences humaines, se chargent à tour de rôle de ces cours. L'objectif immédiat des apprenants est d'acquérir une compétence minimale de ces différentes langues afin de pouvoir voyager à l'étranger individuellement sans interprète. Ces 28 cours sont bien sûr insuffisants pour atteindre ce but, mais l'essentiel est de donner aux étudiants l'envie d'apprendre et de faciliter leur apprentissage. Le contenu de ce cours a donné naissance au livre intitulé Initiation aux études de langues et de cultures diverses vers un dialogue direct avec le monde. Édition Asahi, Tokyo 2008. En japonais, Tagengo Tabunka Gatsu no Susume de Sekai to Success Suru Tame. Bon, et j'explique la conception de ce cours selon les principes que j'ai énumérés dans le résumé. Premièrement, familiariser les étudiants avec différentes langues. Il s'agit d'un cours d'introduction ouvert aux étudiants de toutes les facultés et de toutes les années. C'est que nous pensons qu'il est avant tout nécessaire de nous adresser aux étudiants en général pour accroître le nombre d'apprenants des langues. Chaque langue est abordée selon 3 aspects fondamentaux. La place socio-culturelle de chaque langue, les expressions utiles à la conversation journalière et surtout ses aspects culturels. Les professeurs sont libres de choisir le sujet qu'ils traiteront dans ce cours. Nous insistons surtout sur l'importance de la culture liée aux langues, car aussi minime que soient les connaissances de langue que l'on peut leur enseigner en 4 séances seulement pour chaque langue, nous ne nous contentons pas de donner des formules de salutation de l'importance et loin d'être négligeable dans nos sociétés. Comme professeurs sont tous des spécialistes de différentes disciplines, ils montrent en quelque sorte, en enseignant les langues, leur vision du monde, vue de leur spécialité. Il est vrai que s'il manque parfois un peu de continuité entre les séances, les différences de point de vue à l'égard d'une même langue ou les ressemblances à travers les différentes langues permettent de les comparer et les évaluer.
Ceci me paraît aussi important pour vivre dans un monde international que les connaissances même des langues. Et le second point sur lequel nous insistons, c'est de favoriser l'envie d'apprendre. Ce cours accorde plus d'importance à la formation ou au développement de l'envie d'apprendre que celle des connaissances. La préoccupation majeure des professeurs est de savoir comment faire pousser un genre de curiosité chez les étudiants et le cultiver en un véritable intérêt intellectuel qui sera la force motrice de l'apprentissage. Nous pensons d'abord, pour motiver les apprenants, qu'il est important de leur laisser choisir les langues qu'ils vont apprendre. Et nous essayons aussi de donner des expériences vivantes de communication à travers différentes langues, grâce en partie aux professeurs d'origine diverses et aux étudiants étrangers venant de différents pays. Le troisième principe, c'est ne pas complexer les étudiants avec des objectifs irréalistes. On dit souvent, même aux débutants, essayer de devenir comme un locuteur natif. Croyez-vous que ce soit un objectif réel des apprenants japonais? Est-ce vraiment une image idéale pour les apprenants japonais? Je dis non. Si on s'enrichit en apprenant les langues, c'est que les compétences des langues étrangères s'ajoutent à celles de la langue maternelle et à celles des langues déjà acquises. La coexistence des langues, aussi bien sur le plan social qu'individuel, porte toujours ses fruits. La productivité de l'apprentissage des langues consiste dans ce va-et-vient entre ces différentes langues. Mais je crois d'ailleurs que la créativité de la notion de plurilinguisme consiste en ce fait qu'il suppose ce dynamisme, cette interaction des différentes cette interaction des différentes langues, aussi bien dans l'individu que dans la société, à la différence du multilinguisme qui renvoie seulement à la coexistence des langues. De plus, les étudiants qui sont évalués toujours par l'insuffisance par rapport au niveau du locuteur natif seront complexés et finissent par répugner les cours et les langues elles-mêmes. C'est pourquoi je dis aux étudiants, plutôt, ne cherchez pas à être comme un locuteur natif. J'ajoute aujourd'hui, surtout aux professeurs, soyez indulgents avec des apprenants de tous les niveaux. Car c'est beaucoup plus réaliste et productif de promouvoir des échanges non perfectionnistes que d'attendre que les étudiants deviennent comme des locuteurs natifs. Et le quatrième point est de créer un lieu d'échange entre les professeurs de différentes langues et de différentes disciplines. Notre cours est intitulé « Cours relais ». Les enseignants se relayent chaque semaine pour faire pour faire un cours sur un sujet différent. C'est bien sûr parce qu'on ne trouve pas facilement de professeurs qui puissent enseigner une langue, mais aussi parce que nous pensions que la coopération des professeurs de différentes sections serait bénéfique. Ils ont le droit d'assister librement au cours des autres professeurs. Comme tous les professeurs sont des spécialistes de langue et de différentes disciplines différentes, l'échange élargit la portée de leur inspiration. C'est ainsi que ce cours peut servir de mécanisme pour renforcer la capacité éducative de l'université. Et le cinquième principe, c'est de donner l'occasion de reconsidérer la langue maternelle, c'est-à-dire
le japonais du point de vue des apprenants étrangers. La langue maternelle est celle que l'on peut parler le plus couramment, mais aussi celle dont on a du mal à avoir une idée exacte. Souvent, le locuteur a une vision très éloignée de la réalité du langage. Par exemple, on a tendance à concevoir sa langue comme unique et à penser que tout le monde en parle presque de la même façon, à quelques exceptions près. Mais une petite enquête dans la classe montre que, par exemple, la réponse à la question « À qui adressez-vous ?» la formule de salutation « Bonjour », il en existe deux en japonais, « Konnichiwa » et « Ohayo gozaimasu ». D'accord. On dit « Ohayo gozaimasu », bien sûr, dans la matinée, mais aux membres de la famille, mais pas « Konnichiwa ». Et nous, les Japonais, ne sommes pas conscients des modes d'emploi de ces simples mots bonjour. La réponse est fort différente selon les générations aussi. Il faut dire que toutes ces petites remarques sur le japonais sont pour eux des découvertes et éveillent leur curiosité à l'égard de leur propre langue maternelle. Le sixième principe qui pourrait susciter un débat, c'est ne pas rivaliser avec l'anglais. Le développement d'une langue n'entraîne pas nécessairement le déclin des autres, aussi bien sur le plan social qu'individuel. Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow, qui sont les auteurs du livre intitulé The Story of French, écrit en anglais, ont signalé, mais sur le français, ont signalé ce fait, je cite, « Contrairement à ce que croient bien des gens, l'anglais ne menace pas vraiment le statut du français dans les anciennes colonies de la France. Dans la plupart des cas, la menace pour le français vient du déclin des systèmes d'éducation. » Page 353, traduction française. Je n'ai pas assez de temps pour argumenter sur ce sujet aujourd'hui, mais cette remarque coïncide avec notre observation des apprenants pris individuellement. Ceux qui sont forts en anglais ou d'autres langues ont tendance à apprendre plus facilement le français. D'autre part, ce qui me frappe dans la conception du plurilinguisme européen, c'est son aspect populaire. Ce n'est pas une politique éducative destinée à une élite comme l'aristocratie d'autrefois, mais c'est dans le cadre de l'enseignement obligatoire qu'on essaie de développer les compétences linguistiques jusqu'à 3 langues, c'est-à-dire langue maternelle plus 2 langues étrangères. De même, grâce au programme Erasmus, les études dans les pays étrangers ne sont plus un privilège réservé à une élite. Cette politique n'est possible qu'avec le rehaussement ou l'élévation du niveau éducatif en général. Tout ceci montre qu'au Japon, notre véritable obstacle n'est pas l'anglais superpuissant, mais c'est plutôt appauvrissement du système éducatif où les frais d'éducation devenus extrêmement chers et qui manquent de vision pour un avenir lointain. Par exemple, dans le cas de notre université, les frais de scolarité montent jusqu'à 1 million de yens par an. Oui. C'est étonnant pour peut-être les professeurs étrangers. Bon. Et je n'approfondirai pas ce point pour des raisons de temps. Je dis donc aux étudiants que l'acquisition de l'anglais peut être une condition nécessaire
pour mieux vivre dans le monde globalisé, mais que celle des autres langues est indispensable pour créer les perspectives d'avenir. Bref, ce n'est pas en rivalisant avec l'anglais que le français pourra retrouver sa popularité. Il vaut mieux, d'une part, défendre le système d'éducation et d'autre part, créer de nouveaux modèles de plurilinguisme réalisables dans le système d'éducation japonais. Et le dernier point, c'est de sensibiliser les étudiants aux problèmes des langues et les faire réfléchir sur les différents rôles des langues pour l'être humain, surtout dans nos sociétés de plus en plus mondialisées. Même si le Japon n'est pas linguistiquement si homogène qu'on le croit, les jeunes japonais en majorité n'ont guère l'occasion d'éprouver la difficulté de communication langagière dans la vie quotidienne. L'apprentissage des langues étrangères est donc une bonne occasion pour eux de prendre conscience de l'existence des langues et de tous les problèmes qu'elles impliquent dans la société. Et d'autant qu'au fur et à mesure que la mondialisation nous oblige à prendre contact avec des locuteurs d'autres langues, l'importance des langues, voire celle du dialogue, s'accroît de plus en plus pour la cohabitation heureuse des différents peuples, ainsi que pour mieux contrôler la relation internationale et interculturelle. Car je crois que si les langues sont des outils puissants pour déterminer les relations humaines, elles peuvent être utilisées positivement pour créer de bonnes relations, contrairement aux armes qui ne savent que les détruire. Et l'importance du dialogue direct, voire celle de l'enseignement des langues, se résume dans un proverbe slovaque que j'ai trouvé dans un document publié par la Commission des communautés européennes intitulé Un nouveau cadre stratégique pour le multilinguisme. Plus tu connais de langues, plus tu es humain. Enfin, ce cours n'est qu'une introduction au long apprentissage des langues. Il prend son sens seulement lorsqu'il est intégré dans le système plus approfondi de l'enseignement des langues. Mais une bonne initiation rendra plus efficace tout le reste du processus d'apprentissage et sera utile pour la promotion de l'enseignement des langues, surtout du français au Japon. Merci de votre attention.